a pour thème « Comment appuyer le financement des PME en Guinée ». Nous aurons pour modérateur M. Kabele Souma. Il est le conseiller économique de l'ambassade de Guinée en France, en Israël et au Portugal. Donc, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, merci de l'accueillir pendant qu'il prend place. L'ambassade de Guinée en France est un partenaire depuis la première édition et nous accompagne, nous aide à vulgariser ce que le SADEN fait auprès de la France, de l'Israël et du Portugal. Merci de prendre place, M. Souma. Je vais également inviter M. Mohamed Sako. Il est spécialiste en financement à coût partagé auprès du projet de développement agricole intégré de Guinée, le PEDEG. Le PEDEG est partenaire champion du SADEN Conakry. Ils nous ont accompagnés sur Kindia et encore partenaire sponsor sur Conakry. Merci, M. Sako, d'être ici. M. Fodé Bangoura, que certains ont entendu tout à l'heure dans la vidéo qui passait. Alors, il est ce que j'aime appeler un serial entrepreneur, un de nos nombreux jeunes en Guinée qui inspire. M. Fodé Bangoura est auditeur et contrôleur de gestion. Merci de l'applaudir également, s'il vous plaît. J'aimerais également inviter M. Teddy Roux. M. Teddy Roux est le directeur Afrique de l'Ouest pour l'ESP Partenaires. Je sais, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, je l'ai vu. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, j'ai eu le plaisir de rencontrer courant 2019 très brièvement M. Teddy Roux. Il a été recommandé de façon magnifique et lorsque Enabel, qui également est notre partenaire, merci Enabel de nous accompagner sur le SADEN 2020, nous l'a recommandé. C'était un plaisir pour nous vraiment. Donc merci d'être ici, M. Roux. Last but not least, comme on dit en anglais, Madame Maria Massiré Silla. Elle était avec nous à Kindia également, sous vos applaudissements. Madame Silla Mariama Siré est programme manager à la SFI, la Société financière internationale. Monsieur Souma, si vous le permettez, je vous passe la main. Très bien. Merci beaucoup, Madame Sako. Merci aux organisateurs de nous donner l'occasion de modérer cette plénière qui porte sur un sujet attendu, car portant sur le financement des PME. C'est une question récurrente. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans notre panel des experts. En tout cas, mes recherches me font augurer que nous aurons des réponses précises aux questions que nous allons leur poser. Alors, nous allons procéder de cette façon. Chacun des panélistes va avoir quelques minutes pour se présenter et faire un bref résumé de sa compréhension de la question. 2 minutes environ. Ensuite, je poserai les questions pour permettre à chacun de se faire son idée sur la question, sur la thématique de ce jour. Et puis, nous ferons un deuxième tour de questions pour que, voilà, on approfondisse la question. Ensuite, nous nous organiserons, compte tenu du temps, pour qu'il y ait un échange, parce que je ne doute pas qu'il y aura des questions. C'est la clé de voûte de tout ce système-là. Donc, je me présente, M. Souma Kabele, je suis conseiller économique à l'ambassade de Guinée, en France, en Israël et au Portugal. Conseiller économique, son travail consiste à identifier les potentiels investisseurs dans ces juridictions-là et les mobiliser vers la Guinée pour contribuer au financement de notre développement. Parallèlement, nous essayons, autant que faire se peut, de structurer notre communauté guinéenne dans ces juridictions. Parce que, comme vous le savez, la France, pour les Guinéens, est la première destination en dehors du continent africain. Donc c'est un vivier de potentielles compétences, de savoir-faire qu'il faut mobiliser avec méthode et les insérer dans le développement socio-économique de notre pays. Donc sans plus tarder, je vais demander à ces panélistes de se présenter. Je vais cependant commencer par Madame, s'il vous plaît. Là, je suis programme manager pour le groupe de la Banque mondiale. Je suis spécialiste en développement du secteur privé. Donc, je travaille sur les réformes du climat des affaires, l'appui aux PME et puis l'appui au secteur privé en général. Donc ma compréhension peut-être rapide de la problématique, c'est que l'accès au financement est une des contraintes majeures
donc qui entrave le développement des PME et du secteur privé local. Donc en effet, une étude du groupe de la Banque mondiale a identifié l'accès au financement comme le premier obstacle au développement des PME localement. Et si une grande partie des PME ont un compte bancaire aujourd'hui, en tout cas celles formelles, il y a moins de 5% qui bénéficiaient, quand l'étude a été faite, d'un prêt ou d'une ligne de crédit auprès d'une banque. Donc cela veut dire que les entreprises locales fonctionnent principalement sous financement propre, ce qui réduit les opportunités de croissance et qui fait justement de cet accès au financement une clé, un facteur important si on veut promouvoir aujourd'hui donc l'accès à l'emploi et la croissance en République de Guinée. Je vous remercie. Monsieur Roux, s'il vous plaît. Diro, directeur Afrique de l'Ouest de ESP. Nous nous définissons en fait comme des entrepreneurs au service de l'entrepreneuriat. Donc je ne présenterai pas nos plateformes d'accompagnement pour entrepreneurs que ma collègue Fadima Khan a brillamment présenté tout à l'heure, mais fondamentalement on a mis en place un certain nombre de structures et de programmes pour accompagner des entrepreneurs à différentes étapes du cycle de vie. Donc la question du financement se pose tout le temps et de différentes manières, on en parlera tout à l'heure. Au-delà de cela, on travaille aussi avec certains des acteurs de l'écosystème, y compris ceux qu'on appelle communément nos fameux PTF, dont IFC et nos partenaires d'Enabel, sur comment en fait créer un cadre un peu plus favorable justement au développement du secteur privé. Donc en Guinée spécifiquement, nous avons eu l'honneur et le privilège de travailler à l'élaboration de la stratégie de développement du secteur privé 2016-2020. Mais je suis là en particulier aujourd'hui pour parler d'une initiative qu'on a lancée en Côte d'Ivoire il y a 4 ans, qui s'appelle La Finance s'engage. C'est une initiative que nous avons conçue à ESP et que nous mettons en œuvre avec le patronat ivoirien, une série d'autres acteurs. On parlait de partenariat tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'en discuter davantage. Mais pour nous, l'enjeu est vraiment de trouver des solutions, je pense, concrètes. Je pense qu'on n'a plus à se convaincre ensemble de la problématique du financement. C'est clairement un sujet. La question, à notre sens, c'est maintenant que l'on sait, qu'est-ce qu'on fait pour nos entrepreneurs en particulier. Très bien, merci beaucoup. Nous aurons justement l'occasion de parler de ce dispositif que vous mettez en place. Oui, Monsieur Bangoura. Alors, je m'appelle Bangoura Fodé-Momon, comme vous l'avez dit. Je suis directeur général adjoint d'une clinique de la place qui s'appelle Clinique Internationale Bel Air. Et je suis, je pense, à l'antipode. Je suis le demandeur souvent de financement aux institutions. Alors moi, j'aimerais bien que sur cette plénière, qu'on puisse aussi dissocier un peu le financement au démarrage, donc à l'investissement, et le financement à l'accompagnement de la croissance des PME qui existent et qui freinent souvent. Je suis membre d'une association qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, qui a pour vocation un peu d'aider à influencer et à améliorer le cadre des affaires. Et dans nos activités, justement, on a des commissions de réflexion qui travaillent un peu sur le sujet de financement, entre autres de la fiscalité. Et j'aimerais bien partager peut-être quelques éléments de réflexion que nous avons eu sur le problème de financement. Ouais, merci. Très bien. En effet, ça va être l'occasion pour nous d'explorer toutes les pistes dans un vocabulaire qui soit adapté à notre public. Très bien. Monsieur Sako. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Sako, je suis spécialiste en gestion de fonds. Je travaille je suis consultant et je travaille pour le PEDEG. Ma compréhension du thème d'aujourd'hui est que depuis l'avènement du capitalisme, ce sujet entrepreneuriat est sur toutes les tables et que nous ne pouvons rien faire aujourd'hui sans en parler. Tous les systèmes de développement mis en place par des gouvernements ou des entités de gestion ont pris ça comme pierre angulaire pour atteindre les objectifs. Donc sans cela, on ne pourra pas réellement parler de développement. Donc tout l'intérêt de ce sujet aujourd'hui. Donc j'aimerais bien parler en détail tout à l'heure. Voilà. Très bien, je vous remercie. Donc je vous prie d'applaudir nos panélistes pour cette entrée en matière. J'ai en face de moi une étude qui indique qu'une banque guinéenne affiche par exemple une exigence de 80% de garantie pour ses prêts aux PME. Cela limite évidemment le nombre d'entreprises susceptibles d'obtenir un financement. Donc, autour de dans cette plénière, nous allons explorer les pistes qui vont permettre non seulement au public de comprendre, et ce matin, vous avez tous assisté à la première plénière où on a entendu un banquier qui a dit que le problème, ce n'était pas l'accès au financement.
Donc, je voudrais que durant cette plénière, que vous nous expliquiez, est-ce que ce qu'il a dit correspond à la réalité ou il a manqué de compléter en fait son analyse. Donc, pour commencer, je m'adresserai à M. Sako, spécialiste en coûts partagés au sein du projet PADEG. L'objectif de votre programme de développement agricole intégré consiste à accroître l'accès des opérateurs agricoles au marché. Effectivement, on entend souvent dans les analyses qu'il faut rapprocher les zones de production des zones de consommation. Donc ça, c'est un fait. Dans ce contexte, le programme travaille notamment à faciliter l'accès au financement des opérateurs que vous accompagnez. Alors ma question est, quelle est l'approche que vous préconisez et en quoi cette approche est-elle adaptée aux besoins de nos entreprises quand, depuis hier, nous avons entendu un montant non négligeable de 40 millions de dollars. Alors, M. Sako, dites-nous quelle approche vous préconisez pour accompagner et faciliter l'accès au financement de nos agriculteurs. Je vous remercie. Le projet de développement agricole intégré de Guinée a pour objectif, dans son volet 2, d'accroître l'accès au marché pour les petits producteurs. Cela se fait à travers un système, une approche mise en place qui est celle du coût partagé. Comprenez par cela une approche participative qui met en exergue le partage du risque. Ce projet a une enveloppe de 8 millions de dollars, contenu plutôt dans le montant global de 40 millions, qui sera essentiellement destiné au financement des agro-entrepreneurs. Et donc, pour ce faire, cette approche qui est celle du coût partagé, dont je parlais notamment, est mise en place ou mise en œuvre à travers 2 guichets. Ces guichets sont les suivants. Et il y a le premier qui est celui des micro-projets. Celui-ci rassemble tous les business plans d'un certain niveau, des petits producteurs, qu'ils soient individuels ou en association, pour lesquels nous comptons sur ce projet apporter un financement de 70% à 80% du plan d'affaires, du montant global, mais pour un plafond de 10 000 dollars. Et le second guichet, qui est celui des PME, va de 10 000 dollars à 50 000 dollars à maximum, avec des pourcentages d'apport du projet pour avoisinant les 70% aussi, si certains critères sont respectés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un ciblage spécifique, sexo-spécifique même qu'on va dire, par rapport au genre, par rapport aux jeunes et par rapport à une certaine profession, c'est-à-dire les sortants des écoles nationales d'agronomie et d'élevage, qui verront leur pourcentage d'apport au projet, au montant global, diminuer lorsqu'ils remplissent ces conditions-là. Je veux dire la condition d'être femme, jeune ou sortant de ces écoles. Et pour, disons, cette enveloppe-là, nous comptons non seulement, au-delà de l'apport financier, effectuer une sorte de renforcement de capacité technique, entrepreneuriale, managériale et aussi de gestion. Donc, globalement, ce volet-ci, qui est le volet 2 du projet, constitue la pierre angulaire. Parce qu'au-delà du renforcement des capacités de production et autres, il y a aussi le boostage de ces agro-entrepreneurs qui constituent, disons, la pierre angulaire du secteur. Je vous remercie. Alors, encore ce matin, on a entendu qu'il faut rendre le secteur agricole fun, sexy, et vous venez de nous parler de 8 millions de dollars contenus dans l'enveloppe de 40 millions dédiés à accompagner les entrepreneurs, les agriculteurs, si j'ai bien compris. Mais là, on s'adresse aux jeunes qui ont pour la plupart des idées de projets et qui veulent tirer profit justement des opportunités à saisir dans ces secteurs-là. Est-ce qu'à ce jour, vous avez des chiffres à nous communiquer ou est-ce que vous avez développé une stratégie de communication pour permettre à ces jeunes-là d'accéder à ces fonds? Oui, tout à fait. Pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a 2 éléments. Le premier à savoir, c'est que pour la mise en œuvre de ce projet-ci, un processus a été mis en place, qui est en cours d'ailleurs. Je rappelle que nous avons démarré l'année dernière et que les premiers financements n'ont pas été effectués sur ce projet-ci.
Par contre, sur un projet qui a été clôturé en décembre dernier, nous avons effectué une phase pilote sur laquelle nous avons financé 71 projets. Je rentre d'ailleurs d'une visite de terrain, de supervision de l'exhaustivité de ces projets-là, afin de passer au financement de la dernière tranche. Car vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'un financement est mis en place, il est disons, mis en œuvre. Les décaissements sont effectués à travers un plan bien défini et qui est souvent lié à la performance sur les périodes indiquées. Et l'autre élément avec lequel j'ai commencé, c'est que pour le projet actuel, un processus est bien mis en place. Nous comptons recruter une firme internationale dont je me chargerai de la supervision, qui aidera dans tout ce qui est renforcement de capacité et aussi de promotion des services d'aide aux entreprises. Donc, ce sera, disons, sur appel à proposition. Donc, cela permettra à tous les Guinéens répondant aux critères de participer, d'avoir une chance que leur projet soit au moins étudié, afin de pouvoir être financé éventuellement. Très bien. Merci beaucoup, M. Sako. Je m'adresse maintenant à M. Teddy Roux, directeur Afrique du cabinet ISB Partners, cabinet de conseil et d'investissement. Vous nous avez parlé de dispositifs que vous avez développés qui permettra d'accélérer une croissance inclusive dans le cadre des stratégies d'accompagnement aux entreprises mises en place par votre cabinet. Vous avez intégré cette méthodologie axée sur le capital intelligent. En quoi il consiste et en quoi il est adapté au contexte guinéen? Merci infiniment pour la question. Si vous me permettez, est-ce que je peux peut-être poser une petite question très rapidement à l'audience? Est-ce qu'on a des entrepreneurs dans la salle? Les entrepreneurs, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que vous pensez que pour accompagner la croissance des entreprises guinéennes, l'assistance technique à elle seule suffit? Ceux qui pensent que l'assistance technique uniquement suffit, levez la main. Ok, donc personne, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pense que l'argent tout seul suffit? Pardon? Ok. Donc en fait, le capital intelligent, c'est de combiner les deux. Donc c'est d'avoir la bonne combinaison d'assistance technique et de type de capital approprié au niveau de maturité des entreprises qu'on accompagne. Donc spécifiquement, comment est-ce que ça fonctionne? On accompagne les entreprises, comme je le mentionnais, on accompagne des entreprises à différentes étapes du cycle de vie. Donc dans l'un des programmes que nous accompagnons, on accompagne des projets innovants. Des projets innovants dans 4 secteurs d'activité: transport, logistique, agro-industrie, énergie renouvelable et smart cities. On est dans l'accompagnement et donc potentiellement le financement de l'innovation. Pour tous les procès qu'on peut faire aux banquiers, fondamentalement, les banquiers n'ont pas vocation à financer des projets innovants avec de tels niveaux de risque. Parce que fondamentalement, ce sont vos économies et les miennes qui font tourner leur business. Donc, on conçoit ce programme pour accompagner des entreprises innovantes. À côté, on a réalisé très rapidement que si on n'avait pas un véhicule d'accompagnement pour pouvoir financer du prototypage, pour pouvoir accompagner les entreprises, on aurait un souci. Donc on accompagne ces entreprises-là, beaucoup d'accompagnement, comme Fadima le décrivait tout à l'heure, avec cet accompagnement sur mesure. La Côte d'Ivoire n'étant pas la Silicon Valley, on n'a pas un bassin, un vivier de angel investors et tout, donc nous avons pris sur nous de lever une facilité de 2 millions d'euros qui accompagne ces entrepreneurs-là. Fondamentalement, comment est-ce que ça fonctionne? On repart toujours sur le processus de sélection. La sélection dans tous les programmes que nous mettons en place est primordiale. Ça me permettra de toucher un peu le point du président Fonjo tout à l'heure sur la question du caractère de l'entrepreneur. Donc on sélectionne ces entrepreneurs-là. Une fois qu'on sélectionne les entrepreneurs, on a 3 types de capitaux. Donc financer l'innovation, premièrement, ils ont une petite allocation qui leur permet de couvrir les besoins de leur entreprise. Donc souvent on a besoin d'un stagiaire, on a besoin de développer un site web, on a besoin... Donc cette petite allocation pendant 6 mois vient supporter, encore une fois, je répète bien, les entrepreneurs qui le méritent, parce qu'ils passent à travers un processus extrêmement rigoureux. Ensuite, on finance à travers cette enveloppe à hauteur de 3 à 5 000 euros le financement de prototypage. Et ensuite, sur les 20 entrepreneurs que chaque cohorte constitue, il y en a 3 à 5 qui passent devant un comité d'investissement qui, eux, reçoivent du fonds d'amorçage de 30 à 50 000 euros. Donc l'idée, c'est qu'en faisant ça, on permet à des entrepreneurs innovants de renforcer, de dérisquer leur business model un maximum et de leur permettre d'avoir un effet de levier, de leur permettre d'être tout simplement crédibles vis-à-vis des banques.
Donc c'est un des mécanismes que l'on met en place, mais pour répondre à la question, pour nous, la question du capital intelligent, c'est vraiment le bon type d'accompagnement combiné au bon type de financement. Donc quand on est dans de l'amorçage, ce type de financement n'étant pas disponible localement, on a pris sur nous de créer le véhicule, d'aller lever des ressources, d'avoir une équipe dédiée qui fait de l'investissement. À côté de ça, pour les entreprises qui sont un peu plus avancées, l'autre programme que nous mettons en place, qui est vraiment le programme d'accélération, on accompagne les entreprises sur des levées en fonds propres ou en dette. Donc, donc on a des partenariats, on parlait de partenariats tout à l'heure, c'est des choses qui sont quand même très importantes pour nous, d'avoir accès aux banques, de savoir exactement ce que les banques regardent, comment est-ce qu'elles fonctionnent, le type de projet qu'elles ont envie de financer ou pas, et d'accompagner les entrepreneurs. Donc si je devais résumer pour nous, cette notion de capital intelligent qui est vraiment au cœur de l'ADN d'ESP en tant que firme, c'est cette juste combinaison d'accompagnement et de bons types de capital au bon moment, en fonction des besoins. Très bien. Je pense que ce système est adapté au contexte guinéen. Maintenant, est-ce que vous, dans les jours, mois à venir, vous comptez déployer ce système ici? Vous avez des partenaires sur le terrain avec lesquels... Écoute, on y travaille. Sans trahir le secret. Je pense que ce serait peut-être prématuré de ma part de m'avancer sur le sujet, ouais. Mais clairement, l'idée pour nous d'avoir utilisé la Côte d'Ivoire comme phase pilote, c'est de pouvoir, pas nécessairement répliquer. Il y a une nécessité d'adaptation au contexte local, clairement. Donc, on continuera de travailler avec des partenaires guinéens, localement. Mais on a clairement pour objectif, d'ici la fin de l'année, de pouvoir lancer au moins une facilité similaire qui aurait pour vocation de faire de l'accompagnement et du financement de PME. Parfait. Je pense qu'on peut l'applaudir pour cela. Merci beaucoup. Enfin, vous pouvez surtout me souhaiter bonne chance parce que je ne contrôle pas tous les paramètres et certaines des personnes impliquées sont dans la salle. Donc, Écoutez, c'est une des vocations du SADEN que de se faire rencontrer tous les acteurs du monde de l'entrepreneuriat. Vous avez remarqué hier la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a donné un signal, a cité nommément les ministres. Il faut accompagner le SADEN qui, avec ses difficultés, mais néanmoins, avec beaucoup de réussite, essaye de fédérer les jeunes, tous les acteurs, pour essayer de structurer quelque chose. Donc je pense que la chance, vous en aurez, mais l'accompagnement, certainement. Je m'adresse maintenant à M. Bangoura, auditeur et contrôleur de gestion, qui, dans le cadre de vos activités au sein du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, vous participez à des commissions de réflexion visant à mettre à disposition des autorités, du gouvernement, ONG, des réflexions concrètes pour accompagner les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises. Pouvez-vous préciser les axes d'intervention que vous préconisez dans vos réflexions? Alors, dans le cadre de nos réflexions, l'idée c'est d'avoir une approche très concrète. On est pour le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, une quarantaine d'entrepreneurs guinéens, plus de 19 pays dans le mouvement. En Guinée, on est une quarantaine, donc de plusieurs secteurs différents qui se réunissent. Donc l'idée dans nos réflexions, c'est d'avoir ou de proposer des solutions face aux problématiques que nous vivons en tant qu'entrepreneurs, mais des solutions concrètes, généralement. Notre approche est très pragmatique. Et dans cette lancée, justement, il y a une dernière commission qui a été créée, qui est une commission finance, justement, qui a travaillé un peu sur certains éléments, et une commission amélioration du cadre des affaires qui s'est accentuée un peu sur la fiscalité des PME. Aujourd'hui, je vais plus te parler de la commission qui a travaillé sur le financement. Et il y a plusieurs axes sur lesquels nous sommes partis. Aujourd'hui, peut-être qu'on va évoquer peut-être deux d'entre eux. Des solutions pragmatiques. D'accord. C'est une solution pragmatique que nous proposons. Donc, notre approche, elle est problématique, solution. Une des premières problématiques que nous avons un peu aujourd'hui, c'est le manque de confiance des bailleurs de fonds ou des institutions de financement aux entrepreneurs. Alors, une des propositions, je ne vais pas dire solutions, ce serait peut-être exagéré de ma part, des propositions en tout cas que nous faisons, est qu'ils puissent avoir une agence de notation. Il y a une plateforme où les différentes institutions de financement, donc elles peuvent être banques, mésofinance ou microfinance, ça dépendra à quel échelon, où les différents entrepreneurs soient recensés
et qui puisse avoir une notation sur le crédit. Exemple, je suis de la banque X. Généralement, que la banque X connaît mon activité au sein de sa banque. Une autre banque tierce ne peut pas le savoir. Étant dans cette plateforme, sollicitant un financement dans une autre banque, l'autre banque pourrait avoir, justement, je dis la banque Y, mon antécédent avec la banque X, pourrait être plus enclin à éviter que je aussi reprenne tout un historique chez lui pour bénéficier aussi d'un autre financement de mon activité au sein de sa banque. Je prends un exemple très clair. Moi-même, je sollicite un leasing auprès d'une banque. Il n'y a pas beaucoup de banques qui le font en Guinée. Je ne suis pas client de cette banque, mais pour que je bénéficie de ce leasing, il faudrait que je reprenne à zéro tout un historique auprès de cette banque. Je trouverais que ça peut être une solution pragmatique pour déjà de l'information auprès des banques, enfin de toutes les institutions, on va dire, qui seront dans le réseau, mais aussi faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie et même des opportunités d'affaires à des entrepreneurs. Voici une des solutions pragmatiques qu'on propose. L'autre aspect aussi, c'est le développement de la mésofinance. Alors, je ne sais pas si dans la salle... Ce serait bien que de définir mésofinance. Enfin, le terme de mésofinance, alors pour donner un exemple, nous sommes dans les pays en voie de développement ou en Afrique, on a 90% de PME qui constituent l'économie et qui contribuent à 33% à peu près du PIB des différents pays. Et dans ces 90%, une petite partie, enfin une partie en tout cas, micro. Et microfinance, donc les IMF, donc les institutions de microfinance peuvent accompagner. Ensuite, vous avez une partie aussi qui est au-dessus, qui est suivie qui est accompagnée par les banques, donc qui est aussi assez structurée pour avoir assez d'ancienneté dans les affaires pour que la banque puisse financer. Alors, vous avez ce chaînon manquant justement qui est à l'intermédiaire entre cette micro, donc qui a besoin de plus que ce que la micro donne, mais qui n'a pas toutes les garanties, toute la capacité d'être éligible aux banques. Donc la méso, je pense, se situe dans cet intervalle-là. Alors, pour nous, entrepreneurs, moi qui le suis, c'est une solution très intéressante. Très intéressante. Sauf qu'en Guinée, elle n'est pas très développée. Elle n'est pas très développée. Donc l'idée, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une étude plus approfondie sur l'impact que ces mésofinances peuvent avoir sur nous, entrepreneurs, qu'il y ait plus de concurrence, donc plus de création de méso. Et ensuite, qu'on revoie encore ce terme d'intérêt qui me semble, en tout cas en tant qu'entrepreneur, assez exorbitant en Guinée. Que ce soit auprès des banques, auprès de la méso, enfin de quelques mésos qui existent en tout cas, que je connais. Donc l'une des solutions aussi que nous proposons, c'est qu'il y ait plus d'avantages d'ouverture, de compréhension, de structuration de ce secteur qui est, à mon avis, un élément très intéressant pour les entrepreneurs parce que le financement est très adéquat, mais à mon avis, le taux doit être revu et l'impact et la concurrence doivent être créés pour qu'il y ait plus d'engouement et plus d'informations vers les entrepreneurs qui seront plus aptes à ce type de financement. Merci beaucoup, M. Bangoura. Mais quand on se met à la place d'un jeune entrepreneur et qu'on est assisté ce matin à la plénière avec Madame la secrétaire générale du ministère en charge des investissements, qui a déroulé tout le dispositif mis en place. L'année dernière, nous avions le privilège de recevoir ici Mme Arantxa Chansège, qui la patronne de ITC, qui nous a parlé de l'enveloppe dédiée à l'entrepreneuriat, à hauteur de 65 millions. Tous ces montants-là, et finalement, pour qu'on nous décrive encore le chaînon manquant de quelque chose, alors, on ne comprend pas. Donc, ils ont envie de dire, utilisons déjà ce qui existe, permettez-nous d'accéder à ce qui existe, et puis à partir de là, on va s'améliorer. Donc, ma question, pour en revenir à la question, est-ce qu'à ce jour, vous avez des modèles de réussite qu'on pourrait exhiber à la face des jeunes entrepreneurs pour dire, voilà, si vous suivez cette démarche, vous avez de fortes chances d'y arriver? Alors, des modèles de réussite, pour moi, ce serait plutôt aux différents bailleurs de fonds ou institutions qui ont financé, qui vont déclarer un peu ceux qui ont abouti au processus. Mais c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, dans le secteur, il y a quand même des personnes qui ont réussi à sortir de
ce marasme, même s'il ne finit jamais, hein, on va dire qu'il est toujours continuel. Mais il y en a, hein, je ne citerai pas de nom, il y a dans le CJD, dans le GIPS, le Guinea Young Professional Club aussi, il y a des membres assez intéressants qui ont justement réussi à avoir ce genre de parcours. Alors, par contre, par rapport à la question de tout ce financement disponible, est-ce qu'il est accès et arrive au public cible? Je veux répondre tout simplement que il y a une jeune génération, on va dire intellectuelle, qui a aussi cette capacité d'analyse, de structuration pour atteindre un peu ou avoir la facilité d'avoir ce type de financement, mais il y a une bonne partie qui n'a pas cette connaissance. Alors, justement des solutions que nous proposons, vous savez, aujourd'hui, je suis très heureux de savoir que l'année dernière, en tout cas avec l'impulsion du Premier ministre et du ministère de l'Investissement, je crois, où il y a des CGA, des centres de gestion agréés qui ont été créés et qui sont actifs. Moi-même, je suis membre d'un centre de gestion agréé, juste pour voir comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les petites entreprises. Effectivement, les CGA peuvent être des solutions pour aider. Enfin, pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas dans le sens où on accompagne plus la comptabilité de ces entreprises. Mais pour moi, il serait intéressant peut-être d'allouer une subvention ou quoi que ce soit qui peut permettre à ces CGA d'aider ces entrepreneurs qui n'ont pas toute cette structuration nécessaire pour les aider au quotidien à préparer un bon dossier, à préparer toute une formulation de documentation auprès de pour aboutir. Et pour ça, le capital humain, pour moi, est très important. Et ces CGA peuvent être dupliqués dans plusieurs communes pour atteindre une cible plus importante et aider justement ces gens-là à essayer d'avoir en tout cas une rencontre ou soumettre leur projet à ces différents partenariats. Très bien. Justement, c'était la question qui allait suivre. Vous avez préconisé justement à poursuivre la réflexion au niveau des CGA là. Bon, vous pensez qu'elle a des limites aujourd'hui, sûrement au niveau comptable. C'est normal, c'est le début. Justement, dans le cadre de vos réflexions, c'est peut-être là qu'il faut agir, voilà, concrètement, apporter des solutions pour dire... Parce que ce matin encore, hein, on nous parlait des freins qui sont inhérents aux porteurs même de projets. Ouais. C'est-à-dire que on part tout le temps de l'idée de projet, on ne sait pas exactement comment faire, par où commencer, quelle première porte frapper. Cela me permet de passer directement, de m'adresser à Madame Diallo, qui travaille pour le groupe de la Banque mondiale, le segment qui s'occupe du secteur privé. Pour vous demander quels sont les axes sur lesquels votre structure intervient précisément sur la question de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Donc, la structure, le groupe Banque mondiale intervient sur plusieurs axes concernant l'accès au financement, donc des PME et des entreprises locales. Je vais commencer par parler de l'appui pour les réformes structurelles qu'on effectue. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'écosystème financier ne permet pas vraiment l'accès au financement des entreprises locales. Mais il y a souvent des raisons qui vont avec, comme M. Roux le disait. Les banques aussi sont des intermédiaires, parce qu'ils ont de l'argent qu'ils managent et ils sont obligés de le faire sans perdre aussi des financements. Donc la première intervention qu'on a, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme assez général, qui est le projet de renforcement de la compétitivité, l'accès au financement pour les PME en Guinée, le PRECOP, qui est un projet de 30 millions de dollars, c'est l'appui à lever l'obstacle lié aux asymétries de l'information, donc entre le prêteur et l'emprunteur. Donc notamment le manque d'informations pour les institutions financières qui permettent à ces institutions-là de pouvoir évaluer la solvabilité donc, des entreprises qui font les demandes de prêts. Donc cette asymétrie limite l'accès au financement, pas seulement, elle fait aussi que les banques prêtent à des taux élevés parce que le risque n'est pas vraiment évalué de manière comme il faudrait. Et aussi qu'elle demande des garanties importantes. Donc j'ai entendu 80%, parfois c'est 100%, et il y a même eu des cas où c'était plus. Donc c'est assez difficile. Donc ce qu'on fait touche un peu à la première proposition de M. Bangora. Donc on travaille avec la Banque centrale, la République de Guinée, pour moderniser sa centrale des risques. Donc il y a justement cette centrale qui permet à la Banque centrale de compiler un peu tous les états, tous les prêts octroyés par les banques commerciales dans le pays, et qui permettent donc d'avoir en un seul endroit tous les prêts et donc de voir qui doit à qui et qui.
Donc, on a aidé à moderniser cette centrale-là en mettant un système informatique et on continue à renforcer les capacités afin qu'elle inclue vraiment des informations, les informations nécessaires pour que les banques puissent l'utiliser. Au-delà de ça, on travaille aussi avec la Banque centrale et d'ailleurs, on a aidé à l'élaboration de la loi qui encadre la création du bureau de crédit en République de Guinée. Donc, des bureaux de crédit, c'est des opérateurs privés qui vont au-delà de la centrale des risques, qui, eux, vont faire de la notation. Donc pour des individus, mais aussi pour des entreprises. Donc en fonction des prêts, du sérieux qu'ils ont affiché jusque-là, de leur historique en termes de remboursement de prêts, ou en tout cas de leur consommation. Le paiement des factures, l'utilisation des paiements mobiles, etc. Ce qui permettrait donc à ce bureau de crédit d'avoir une notation qu'il mettrait aux différents acteurs économiques. Et là encore, pour les banques, ça aiderait à la prise de décision. Donc, au-delà de cela, le projet va aussi aider à l'informatisation des institutions de microfinance, qui sont des agents aujourd'hui qui brassent beaucoup de financements et qui octroient des crédits, mais malheureusement qui ne sont pas informatisés, pas très structurés de ce côté-là. Et donc, l'objectif, c'est de les informatiser, de les mettre en réseau, afin qu'ils puissent donner encore plus de prêts donc, aux petites et moyennes entreprises donc, dans le pays. Le projet va appuyer également la mise en place d'un registre électronique des sûretés mobilières. Donc jusqu'à présent, en général, quand on parle de garantie, on parle de garantie immobilière, donc des terrains ou des maisons. Donc on souhaiterait permettre au système bancaire de pouvoir aussi accepter des garanties immobilières, des équipements par exemple que l'entreprise aurait. Et pour cela, il faut qu'il y ait un registre électronique sur lequel ces banques peuvent consulter justement les équipements qui sont déjà mis en garantie ou pas, à consulter à qui ces équipements appartiennent, etc. Et donc l'idée de mettre ce registre en place, c'est de permettre aux PME locales d'avoir plus de garanties qu'elles pourraient mettre quand elles voudront demander un prêt. Et pour finir également, on a aidé le gouvernement à se doter d'une loi, d'une stratégie sur la finance inclusive, donc, qui a été adoptée en 2017 et promulguée en 2018, et qui va donner lieu à un nouveau projet qu'on prépare afin d'appuyer vraiment la participation financière notamment des femmes, des jeunes donc, dans le pays. Et à côté de cela, la SFI, qui est la branche de l'institution qui s'occupe du secteur privé de manière plus particulière, a dans les banques de la place des lignes de garantie. Donc des lignes de garantie, c'est de la garantie des prêts, donc pour rassurer encore une fois la banque et afin qu'elle ne demande pas beaucoup de garanties des PME. Donc la Société financière internationale, AFC, met des fonds qui, eux, garantissent les prêts, en tout cas une grande partie des prêts. Donc ça, c'est pour inciter les banques en fait à pouvoir prêter aux PME qui peut-être présentent des risques sans garantie pour lesquels ils n'auraient pas fait des financements. La SFI aussi propose des lignes de crédit donc, qu'elle met dans les banques aussi. Et ces lignes de crédit, c'est pour augmenter un peu l'offre en termes de crédit disponible pour les PME locales. Et dans le cadre des projets Groupe Banque Mondiale en général, bon, ils ont parlé du PEDEG. Donc on a aussi des grants, donc c'est des dons et des prêts qu'on donne aux entrepreneurs. Le Précop, dont j'ai parlé, a par exemple une composante pour les jeunes entrepreneurs qui a pour objectif d'appuyer ces entrepreneurs avec des fonds d'amorçage. Et ça se fera dans le cadre d'une compétition de plans d'affaires. Et les entrepreneurs qui auront les plans les plus convaincants pourront avoir des financements. Mais le projet, pour la durabilité justement de ce processus, appuie également ce qu'on appelle les fournisseurs d'écosystèmes. C'est en fait les incubateurs, les structures qui accompagnent les startups, les entrepreneurs, afin qu'on les aide aussi à être plus forts en termes de capacité, mais aussi avec des dons financiers pour que ces institutions puissent aussi acheter des équipements et puissent jouer plus pleinement le rôle qui leur est dévolu. Au-delà du système financier lui-même, on a travaillé avec le gouvernement également sur les aspects relatifs à la justice commerciale, qui représente aussi une des contraintes auxquelles les institutions financières font face. Donc même quand souvent elles ont des garanties ou des hypothèques, elles ne peuvent pas mettre la main dessus parce que ça prend beaucoup de temps, en moyenne 1 an au moins pour avoir une décision de justice et parfois plus quand il y a des renvois. Et donc souvent, même quand il y a des garanties, les banques ne sont pas sûres de récupérer ces garanties-là ou de les récupérer à temps et elles payent beaucoup en frais d'avocat, plus souvent que les intérêts qu'elles gagnent de ces crédits-là. Donc, ce qu'on a fait avec le ministère de la Justice notamment, c'est appuyer à la mise en place du tribunal de commerce de Conakry, qui est une juridiction commerciale qui s'occupe juste des litiges commerciaux et d'affaires.
Donc ce tribunal rend ses décisions au maximum dans un délai de 3 mois, ce qui représente une grosse amélioration et on espère un encouragement pour les banques qui seront plus rassurées. Un dernier élément concerne aussi l'accès au foncier. On parle de garantie. En effet, on veut promouvoir les garanties immobilières, mais l'immobilier est important. Et aujourd'hui, en Guinée, l'immatriculation foncière pose problème, notamment à cause de conflits entre le droit légal et coutumier, un besoin de renforcement de capacité de l'administration foncière et des procédures lourdes. Donc on travaille avec le gouvernement pour appuyer la mise en place d'un guichet unique du foncier qui permettrait aux différentes entreprises de pouvoir, en tout cas dans la zone urbaine de Conakry qui va être la zone pilote, d'avoir plus rapidement, avec plus de transparence et on espère à moins de coûts, des titres fonciers qui pourront mettre en garantie si nécessaire. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir, hein, parce que là... Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez souligné un mot, asymétrie de l'information. Avec tout ce que vous venez de dire, tout ce que l'AFC apporte en termes d'appui à la structuration de l'environnement des affaires, à l'amélioration de cet environnement. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, avec tout ça, c'est-à-dire l'accompagnement de l'AFC, l'innovation, l'intelligence qu'on apporte, les solutions concrètes qu'on essaye d'initier à travers les centres agréés et d'autres solutions. Et puis sur le terrain, voilà, un projet concret qui se déploie, qui donne des résultats. On a tendance à se dire, pourquoi y a-t-il encore des difficultés d'accès au financement ? Alors ça va être la deuxième partie de notre discussion. Mais en attendant, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle sur ce que nos panélistes ont dit jusque-là. Oui, monsieur. Est-ce que l'hôtesse était prête pour passer le micro ? Alors j'invite tous les participants à poser directement des questions pour qu'on gagne du temps. Merci, messieurs, d'avoir accepté de me donner la parole. Je me présente d'abord. Je m'appelle Balde Amadou Bailo. Je viens de l'intérieur du pays, précisément à Boké. Je suis un jeune entrepreneur qui a commencé un peu fort longtemps. Mon entreprise s'appelle EDAEG. Entendez, entreprise pour le développement de l'agriculture et l'environnement en Guinée. Mais comme je suis là, j'ai été sélectionné par l'AGIP pour venir assister au salon des entrepreneurs. Moi, ce qui m'intéresse de plus ici, c'est comment avoir un financement. Sans plus retarder, je vais dire quelles sont les stratégies qu'il faut adopter pour avoir un financement auprès d'une banque ou une institution, mais aussi auprès des bailleurs pour financer mon projet, surtout en sachant que j'ai tous les documents légaux, voire agrément, le RCCM, je ne vous manquerai pas de vous dire. Je vous manquerai pas. Je peux, s'il vous plaît. Je peux. Ok. Je ne vous manquerai pas de vous dire que j'ai participé à de multiples formations et des ateliers d'entrepreneuriat dans le cadre du secteur agricole et une forte expérience professionnelle dans le domaine agricole. Merci, messieurs. C'était ça mon problème. Allô. On va prendre une deuxième question. Monsieur Roux, vous aurez remarqué que la question s'adresse à vous, parce que là, lui
Il n'y a plus d'excuses, il est formé, il sait exactement ce qu'il veut faire. Il a maintenant besoin d'accompagnement structuré pour accéder directement au financement. On va prendre une deuxième question peut-être. Oui, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Ousmane Sissé. Je suis étudiant à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, licence 2, département sciences économiques. Ma question se porte principalement sur le capital intelligent, où ils disent que le capital intelligent, c'est le bon type d'accompagnement et le bon type de financement au bon moment. J'aimerais savoir, ce bon type d'accompagnement et ce bon type de financement s'applique à quel projet? Si ce sont des projets principalement axés sur l'agriculture, ou est-ce qu'il y a un secteur plus élargi pour ce financement? Bien, merci beaucoup. On va prendre une femme maintenant, si possible. Oui, madame, qui est derrière moi. Tenez. Bonsoir à tous. Je suis Kourouma Aïcha, gérante d'une agence évoluant dans l'éducation. Alors, j'ai remarqué dans le cadre de l'inclusion financière et que les institutions accompagnent généralement les entreprises agricoles ou les NTIC, mais pourquoi pas élargir aussi de domaine, je vais dire comme ça, ou de secteur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Roux, vous avez 2 questions pour vous. Et puis, on permettra aux autres de s'exprimer s'il le faut. Et je vais peut-être commencer par la plus simple. Et je vais ensuite faire un disclosure, parce que je ne suis pas banquier, je suis investisseur. On travaille beaucoup avec les banquiers aussi. Sur la question du capital intelligent, c'est l'intérêt en fait du capital intelligent. Donc dépendamment du secteur, ce qu'on regarde nous, c'est beaucoup plus la maturité de l'entreprise. Donc on travaille avec des entreprises qui sont à différents stades de maturité. Quand je parle de ça, c'est qu'on a des entreprises qui sont à l'étape de prototypage, d'idées qui ont déjà commencé quelque chose. De manière générale, nous, on ne travaille pas. On a tout un volet, on fait beaucoup d'inspiration. Mais dans les programmes qu'on met en œuvre, on veut quand même commencer avec des gens qui ont commencé quelque chose. Parce que les projets, c'est beau. Les projets, on en voit beaucoup. Mais il y a quand même la différence entre quelqu'un qui a commencé à marcher et quelqu'un qui parle. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a le terme de porteur de projet. Pour moi, c'est un terme qui prend tout son sens pour avoir évalué près de 6000 business plans au cours des 10 dernières années. Littéralement, ce qu'on a, c'est des porteurs de projets. Il porte son projet dans sa mallette, il y a une compétition, il sort. Il y a une autre compétition, il a un autre projet. À notre sens, ce n'est pas ça un entrepreneur. Donc il faut vraiment avoir quelque chose qu'on a initié, quelque chose qu'on a commencé, pas attendre la prochaine compétition du prochain PTF pour aller se présenter avec un projet, parce que, en tout cas, nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc on essaie de se dissocier de ça. Donc, que ce soit pour les plus petits, donc quand je parle de ça de maturité, il y a ceux qui sont à l'étape de prototypage. On a commencé, on a une idée, mais on a déjà commencé à faire quelque chose. Il y a ceux qui ont avancé, mais qui sont en fait un peu au milieu. Et enfin, il y a les très gros. Les très gros qu'on accompagne, c'est un programme d'ailleurs que ma collègue Fadima pilote. C'est une facilité de... Combien, Fadima? 1,8 million 1,8 million. Une seconde. Il va vous répondre, s'il vous plaît. Concernant les plus gros, c'est vraiment accompagner faire le saut qualitatif. Pour la question de monsieur, voilà. C'est dommage que monsieur Fonjo ne soit pas là. Je pense qu'en sa qualité de banquier et surtout au vu de ce qu'il fait, il aurait une grande expérience. Encore une fois, je ne suis pas suffisamment familier avec le contexte ici, je vais juste apporter des éléments d'éclaircissement. La question de l'accès au financement est suffisamment compliquée pour éviter de partir avec des handicaps. Ce que je veux dire par là, je vais prendre l'exemple de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je travaille en Côte d'Ivoire depuis 10 ans pratiquement. On fait la finance s'engage. Je connais les banquiers, certains d'entre eux, je suis allé à l'école avec ces DG de banque, là c'est des amis, on a des relations professionnelles, on a des relations personnelles. Je fais des stratégies pour des entreprises, c'est même difficile pour des gens comme nous de structurer des dossiers qui vont financer. Donc c'est pas évident en fait, on est structuré, on a les accès, on les connaît. Pourquoi? Parce qu'ils sont régulés, parce qu'ils ont des règles, ça prend quand même pas mal de choses. Donc le premier point que je voulais faire à l'endroit des entrepreneurs, c'est d'éviter les raccourcis. Parce que je pense que tout à l'heure, on parlait de... Et monsieur, c'est pas un commentaire à votre égard, c'est un commentaire général. De manière générale, on a besoin de financement. Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il faut pour avoir accès à ce financement-là? Monsieur le DG de la PIP parlait tout à l'heure du programme d'accélérateur qu'on a mené avec la PIP. Nous sommes la firme qui avons eu le privilège de travailler sur ce dossier-là. Un des éléments qu'on a partagé au terme de cette initiative, c'est la nécessité de structuration.
Donc, on a même des entreprises qui sont arrivées à un certain stade, qui ont le potentiel d'y être, qui ont besoin d'être beaucoup plus renforcées, de renforcer leur gouvernance, de renforcer leur capacité à traiter, à utiliser l'information financière avant d'avoir des prêts. Si avoir un RCCM et un projet suffisait pour avoir du financement, je pense que beaucoup d'entre nous ne seraient pas ici aujourd'hui. Donc le point que je veux faire, c'est qu'il y a vraiment un effort extrêmement important à faire au niveau de la structuration des projets, le premier point. Le deuxième point par rapport à monsieur, je pense que ça rejoint un peu la question de la qualité de l'accompagnement. Donc fondamentalement, pour nous, le proxy, enfin l'indicateur de succès, ce n'est pas le nombre de formations qu'on a reçues. Donc on peut avoir fait 72 formations. Fondamentalement, si c'est des aveugles qui sont en train d'accompagner, des bornes qui sont en train d'accompagner des aveugles, quelqu'un a posé la question, on n'est pas plus avancé. Donc il y a la question de la structuration de l'offre. Qui sont les gens qui nous accompagnent? Est-ce qu'ils comprennent vraiment les business là? Est-ce qu'après avoir fait une formation, on est vraiment outillé? Personnellement, ce que moi je regarderais en tant qu'investisseur, Fadima l'a dit très justement tout à l'heure, on ne finance pas des business plans. On ne finance pas des business plans parce qu'il y a trop d'hypothèses, c'est des projets. Un business plan, c'est un projet. Concrètement, vous avez commencé à faire quoi? Dans votre business, comment on gagne l'argent? Il y a des questions très simples. On parle du cycle de conversion du cash. S'il y a des banquiers dans la salle, ils sauront de quoi on parle. Le cycle de conversion de cash, c'est un concept qui est très simple. Fondamentalement, ce que le banquier regarde, c'est quelle est votre capacité à générer de la trésorerie. Quand on a une activité qu'on transforme, qu'on achète ou qu'on vend, on a des fournisseurs, on a des acheteurs, il y a un délai dans lequel on génère de la trésorerie. Ce que le banquier va chercher à savoir, monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer votre cycle de conversion? Si moi, demain, je vous donne 100, est-ce que vous pouvez m'expliquer clairement qu'une fois que vous avez payé tous vos fournisseurs, vos équipements, tout, vous êtes payé vous-même de manière récurrente, sans que ce soit un accident, vous avez les 10 de me rembourser chaque mois. Je pense que c'est ce qu'ils regardent. Donc, pour moi, si je devais donner deux commentaires, c'est vraiment cette notion. S'il vous plaît, choisissez les formateurs. Il y a un sujet en Guinée, il y a un sujet dans la sous-région sur la qualité de l'offre de formation. Donc, regardez à qui vous vous adressez. Et c'est une vraie frustration parce qu'on investit de l'argent, on investit du temps, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus formé pour autant. Merci, M. Roux. M. Baldé, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la plénière, vous vous retrouviez avec M. Roux. Il va vous apporter son expertise. Précisément, peut-être qu'il y a un verrou quelque part, une incompréhension quelque part, mais vous verrez en marge des autres ateliers pour approfondir les discussions. Excusez-moi, juste si je peux rajouter, parce que j'ai envie de parler de notre expérience concrète aussi très rapidement, en 30 secondes. Je vous en prie. Je vous promets que pour les entrepreneurs qu'on accompagne de toute taille, et on en a accompagné, Dieu sait, on a eu beaucoup d'échecs par ailleurs, et on n'a pas honte de nos échecs, parce que c'est des échecs qu'on a appris, qu'on continue d'apprendre. Mais beaucoup trop d'entrepreneurs de toute taille veulent prendre des raccourcis. On veut prendre des raccourcis sur la gouvernance, on veut prendre des raccourcis sur la structuration, on veut avoir accès au financement rapidement. Ça ne marche pas, parce que même si on arrive à avoir le financement, les bons entrepreneurs avec lesquels on a travaillé, nous, même sur le programme d'accélération, c'est des gens qui font en moyenne 3 à 5 millions de francs CFA de revenus, donc ils sont quand même relativement gros. Pour certaines de ces entreprises qu'on a aidé à sécuriser de la dette, 1,2 milliard auprès de grosses banques, c'est une fois qu'ils ont l'argent qu'ils vous disent « mais écoutez, nos problèmes viennent de commencer ». Donc il y a vraiment cette notion de rigueur, donc de ne pas prendre de raccourcis pour aller au financement, de vraiment se préparer et aussi d'être prêt à savoir qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura ce financement-là. Merci beaucoup. Je pense que ce que vous venez de dire est essentiel dans la structuration, dans la conception même du projet. Parce que souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on dit accès au financement. Mais il faut savoir que cela exige des responsabilités, cela exige beaucoup d'autres réflexions. Je ne sais pas si M. Bangro, à ce niveau-là, a des outils pour accompagner une telle personne qui a tous les éléments, qui a la formation et qui n'arrive toujours pas à accéder, en plus de ce que M. Roux vient de dire. D'accord. Ce que moi je peux rajouter pour ce qu'il a dit, c'est que au fil de mon expérience et de ce que j'entends et des concours auxquels je participe, on parle beaucoup de financement, mais après analyse, honnêtement, il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas le financement le problème.
c'est tout ce qui est en amont, c'est l'accompagnement technique, c'est la formation, c'est la structuration. Pour moi, le financement est vraiment l'aboutissement de tout un processus. Et justement, en parlant de raccourci, on fait justement souvent ce raccourci-là, en voulant aller au résultat sans passer par le process. Il faut que les entrepreneurs aussi prennent le temps de faire ce process-là. Il peut être long, il peut être périlleux des fois, mais in fine, si on le fait correctement, on rencontre les bonnes personnes, on rencontre les bonnes institutions, in fine, il y a quand même du financement disponible. D'accord ? Alors, ce que je peux encore rajouter sur le cas de monsieur, c'est que pour bénéficier peut-être de ESP, il faudrait qu'il soit en Côte d'Ivoire. ESP en Côte d'Ivoire. Les solutions concrètes face à ce type de situation, à mon avis, il y a la possibilité en tout cas de se faire former dans la continuité. D'accord ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend tous les jours. Au CJD, au fait, notre pilier le plus important, c'est se former au métier de dirigeant. Je suis un contrôleur de gestion à la base, auditeur à la base, je continue à apprendre. Je continue à apprendre à même diriger une réunion. Non, on ne peut pas justement se lever un beau matin avec, honnêtement, des documents administratifs. Ça ne suffit pas. Mais il faut savoir qu'au fait, le bailleur de fonds, in fine, au fait, il ne finance même pas le projet. C'est vous qui financez. C'est vous qui devez convaincre quelqu'un de vous financer. Donc, si derrière, le projet il est bancable à 1000%, si vous n'arrivez pas à le convaincre, vous n'aurez pas le financement. Donc, il y a aussi un travail personnel à faire sur comment présenter son projet en pitchant en 5 minutes, donner les avantages au bailleur. Mais il faut savoir que le bailleur, in fine, il finance votre projet. Donc, moi, je conseillerais plus à tous les entrepreneurs qui se lancent dans la course, en tout cas, de recherche de financement. C'est vrai, les concours existent et tout. Le concours, c'est vraiment rapide. Mais dans une démarche dans la durée, il faut savoir qu'il faut investir dans sa personne et dans sa manière de présenter un projet. Merci beaucoup. Monsieur Sako, peut-être vous voulez rajouter quelque chose ? Ok. Sont plus drainés dans le secteur agricole et les INTIC. Alors ce que moi je voudrais lui dire, c'est que les financements des bailleurs sont orientés ou influencés par des besoins ou des volontés politiques. Lorsque nous prenons le cas spécifique de la Guinée, on sait bien que depuis 2010, le slogan du gouvernement a été l'autosuffisance alimentaire. Donc avec cela, il va sans dire que les financements seront automatiquement drainés vers ce secteur-ci. Il y a beaucoup de fonds disponibles qui sont, disons, distillés à travers tous les secteurs, mais il y en a qui ressortent beaucoup plus que d'autres. Et lorsque nous prenons un pays du tiers-monde, comme la Guinée, ou un pays avec une certaine potentialité spécifique, il va sans dire que les financements seront orientés vers ces secteurs-là. Donc, retenons volonté politique et aussi besoins spécifiques existants. Très bien, M. Sako. Alors, pour compléter ce que vous venez de dire, volonté politique, certes, mais la même volonté politique a défini un cadre d'intervention unique qu'on appelle le Plan national de développement économique et social, où l'État définit des priorités, des secteurs prioritaires. Madame Kourouma, il y a des fonds disponibles pour les secteurs déclarés prioritaires par le gouvernement. Ça va de l'agriculture, c'est vrai, qui occupe 70% de notre population, voilà. Mais vous avez d'autres secteurs, l'énergie, les infrastructures, le tourisme. Les gens oublient que la Guinée a l'avantage d'avoir un secteur touristique vierge qui peut être un secteur de mobilisation des devises étrangères. Donc, c'est une invitation que je vous fais. Quand vous avez vos idées de projet, prenez le temps d'aller sur dans le plan national de développement économique et social. Vous regardez les projets, les secteurs prioritaires. Il y a des secteurs, des projets qui ont fait déjà l'objet de financement, où les études sont finalisées, les financements existent, et vous pouvez vous inscrire dans cette dynamique. Sinon, d'autres secteurs qui sont prioritaires, mais pour lesquels il n'y a pas de financement, c'est aussi cela le rôle qui est demandé aux partenaires techniques et financiers, à nos ambassades. Comme vous le savez, lors de la dernière conférence diplomatique, on nous a demandé de réorienter notre diplomatie vers l'économique. Donc, c'est pour le financement aussi du Plan national de développement économique et social que nous œuvrons. Donc, c'est vous dire que le travail se fait aussi en dehors de la Guinée avec la diaspora, sur laquelle nous nous appuyons beaucoup pour mobiliser les ressources dans les villes où elles sont installées. Madame Diallo,
une contribution à Oui, la question? j'aimerais contribuer à peut-être à commencer à rebondir sur l'intervention de Madame. Donc j'aimerais souligner que l'éducation, en effet, comme le modérateur l'a dit, quand on regarde le plan de développement économique et social de la Guinée, c'est une priorité. Parce que quand on veut développer l'économie et les différents secteurs, s'assurer qu'on a les ressources humaines qu'il faut, c'est essentiel. Cependant, quand on prend par exemple les programmes du groupe de la Banque mondiale, on a des appuis pour l'éducation. Mais à la base, l'éducation est vue comme ce qu'on appelle un bien public, souvent. Donc, il fait partie d'un des mandats de l'État. Donc, les investissements sont souvent pour renforcer la capacité de l'État à fournir cette éducation dont les populations ont besoin. Donc, la construction d'écoles, la formation des enseignants, etc. Cependant, la Banque mondiale a un projet qui s'appelle Booster les compétences et l'employabilité des jeunes, par exemple, qui, lui, cherche à mettre ensemble donc, les privés, l'administration et ceux qui cherchent de l'emploi, et même les jeunes entrepreneurs. Donc, ce projet-là, par exemple, a un fonds qui s'appelle le Fonds compétitif pour l'employabilité, donc qui en fait finance des privés, donc qui ont des écoles, qui ont des institutions qui font de l'éducation et qui viennent en fait en partenariat avec des employeurs potentiels. Parce qu'on a voulu que les formations puissent vraiment refléter les besoins des entreprises qui vont recruter après les personnes formées. Donc ces fonds sont alloués et ils partent de 100 000 à même jusqu'à 400 000 $ par exemple. Donc ça dépend du sous-secteur dans lequel vous êtes. Et en effet, l'éducation est quand même un secteur prioritaire. Ensuite, je voulais rebondir un peu, je pense que les collègues ont été assez complets sur la problématique de l'accès au financement. D'abord, la bancabilité. Donc on entend ce mot, je pense que tout le monde peut aller rechercher sur Internet. Monsieur Roux l'a dit, il faut qu'on puisse convaincre celui qui donne l'argent que ce projet-là va permettre de couvrir tous les coûts, mais aussi sur une durée pérenne, de générer assez de revenus pour rembourser après ces coûts-là le prêt qui est octroyé. Mais mon conseil serait pour moi, au-delà du système bancaire qui existe, on a aussi des modes alternatifs un peu d'accès au financement que des entrepreneurs dans cette salle pourraient éventuellement regarder. Le mode le plus accessible, je dirais, c'est les personnes qu'on connaît. Donc, c'est vrai on a ce qu'on appelle les Business Angel Network, qui sont des networks, qui sont des réseaux où en fait des personnes financent parfois des idées que d'autres personnes ont, parfois s'ils présentent les projets. Mais souvent, les business angels que vous avez là, c'est peut-être un cousin, un oncle, un frère, un ami, un frère qui a une petite épargne et qui serait éventuellement intéressé à investir dans une petite initiative qui pourrait lui rapporter de l'argent. Donc, si vous préparez encore une fois bien votre projet, vous le ficelez, et comme les collègues l'ont dit, vous-même, en tant qu'entrepreneur porteur de projet, vous êtes sérieux et vous arrivez à communiquer cet état de fait, vous pourrez déjà commencer par collecter cet argent-là auprès de vous. Ensuite, vous avez les institutions de microfinance qui ont, c'est vrai, des taux souvent élevés, mais qui sont moins regardantes comparées aux banques commerciales elles-mêmes en termes de garantie et autres parfois. Donc, vous pourrez déjà regarder sur ces modèles-là. Ensuite, pour vous qui êtes à Bokeh et même d'autres à Conakry, la SFI a appuyé la mise en place de la bourse de sous-traitance et de partenariat, qui est d'ailleurs un des partenaires du SADEN et qui est une structure qui a pour vocation de promouvoir le contenu local. Le contenu local, c'est la promotion de l'accès aux opportunités de contrat des entreprises guinéennes. Et donc, l'agriculture est un secteur qui d'ailleurs, il couvre quasiment tous les secteurs. Donc, ma suggestion directe serait de vous inscrire à la bourse, parce que la bourse vous permet non seulement d'avoir une visibilité sur les marchés, qui sont sur la place, mais elle a aussi des formations régulières pour les membres qui adhèrent à la bourse. Et au-delà de ça, elle a aussi un programme de facilitation d'accès au financement où elles aident les membres, les PME membres de la bourse à avoir des financements sur leurs projets. Donc je dirais que ça déjà, c'est une opportunité qui existe et qu'il faut utiliser. On a aussi la maison des PME, donc, qui a été mise en place par la Société Générale en collaboration avec la PIP, qui aussi a pour vocation d'aider les PME à avoir des financements. D'ailleurs, certains financements ont été faits. La bourse a facilité plus de 7 millions de $ en contrat entre juillet et maintenant, et plus de 300 000 $ en termes de financement facilité. La maison des PME également, j'ai
Je n'ai pas les chiffres à jour, mais je sais qu'il y avait eu des financements de près de 2 millions de dollars. Donc il faut s'approcher des structures qui font ces appuis-là, s'inscrire et continuer à se former, à se renforcer et utiliser autant qu'on peut les différentes plateformes familiales qui existent en attendant. Voilà. Allô? Voilà. Merci, Madame Diallo. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à cette étape de nos échanges, avant qu'on ne pose la question qui fâche, à savoir, avec tout cela, de l'APIP, la SFI, de tous ces mécanismes qu'on nous a décrits là, chacun, tout le monde dit j'ai fait ça, j'ai mis ça en place. Toujours est-il que la question n'est pas répondue. Pourquoi est-il toujours difficile d'accéder au financement? C'est vrai, quand on pose la question, les banquiers disent non, on n'a pas de problème. Quand un projet est bancable, on finance. Les entrepreneurs disent oui, mon dossier est bien, tout est ficelé, mais donc la vérité doit se situer quelque part. Est-ce qu'un d'entre vous peut me situer cette vérité? Qui veut se lancer? Je l'ai dit quand je me présentais, qu'il y a moins de 5% des entreprises locales qui ont accès à un crédit. Et quand on regarde les besoins, ils sont immenses. Donc, ces initiatives, j'ai parlé d'un projet de 30 millions, un autre, comparé aux besoins en financement des PME, ne sont pas toujours, ne permettent pas de régler tous ces problèmes-là. Mais quand on parle des réformes structurelles, par exemple, c'est des réformes qui se font sur plusieurs années. Donc, toutes ces réformes dont on a parlé, c'est des réformes en cours qui ne sont pas encore finalisées, qui ne sont pas encore réellement testées, corrigées, adaptées et mises en œuvre. Donc, comme le tribunal de commerce, par exemple, il a été mis en place. Cependant, juste un exemple de comment les réformes prennent en fait beaucoup de temps. On s'est rendu compte, on le savait déjà, que quand le tribunal rend ses décisions, les gens font appel. Et quand ils font appel, comme il n'y a pas une cour d'appel de commerce, les appels vont dans le système judiciaire standard encore. Donc, il prend encore beaucoup de temps. Donc, on est en train d'appuyer maintenant la mise en place d'une cour d'appel de commerce. Juste pour dire que le processus de réforme, il prend du temps. C'est structurel, c'est pas facile, surtout dans l'environnement local. Donc, on espère que dans quelques années, les résultats pourraient se voir. Cependant, quand on parle des lignes de crédit, de garantie, encore une fois, comparé à la demande, ce n'est pas vraiment des solutions pérennes et ça ne permet pas de résoudre toute la demande. Après, quand on parle de capacité des PME aussi, parce qu'il faut en parler. Et quand on regarde aujourd'hui, une grande partie, une étude d'ailleurs qui avait été faite par ES Partners a montré que près de 90% des PME locales sont quasiment informelles, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent de manière informelle. Donc quand on est informel, qu'on n'a pas d'état financier certifié, c'est très difficile de mettre en face d'un banquier ou d'un bailleur de fonds un projet qui est bancable. Et on a parlé aussi du manque d'offres de services d'appui à ces entrepreneurs-là de qualité. Donc la bourse en commun, qui a commencé il y a 1 an à peu près, a commencé à être opérationnelle il y a 6 mois dans sa plateforme, la maison des PME lancée il y a moins d'1 an, l'écosystème est en train de se mettre en place, mais il n'est pas encore en place et il y a un grand besoin qui n'est pas vraiment servi. Donc juste pour dire que il faut continuer. Les efforts qui sont déployés sont louables. Il y a plus d'efforts à faire. Donc pour close, comme on dit, le gap. Merci infiniment. Je pense que pour nous, il y a peut-être... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, non, ça passe. Non. Légèrement. Oui, allez-y. C'est bon? Oui. Pour nous, il y a peut-être quatre éléments que nous voyons. Premièrement, je pense que, pour vous faire une petite confidence et une petite blague, depuis la finance s'engage à ESP, je dis souvent à mon collègue et partenaire que je refuse de participer à des panels sur le financement des PME, où que ce soit en Afrique ou dans le monde. Parce que pour nous, c'est souvent des débats où on entend les mêmes choses et puis
on se renvoie la balle entre les banquiers, les entrepreneurs et tout. Et ça me permet de revenir à l'essence de la création de la finance engage dont j'ai parlé tout à l'heure. Au-delà des, j'ai envie de dire, des micro-initiatives que nous portons, parce qu'à coup de 100 entrepreneurs, on ne va pas toucher l'échelle de nos pays. Donc quand même, en toute humilité, ce qu'on fait reste quand même très limité. Donc il nous a fallu mettre en place une initiative beaucoup plus structurante. Nous sommes convaincus à ESP qu'en l'absence de données, on n'a que des opinions. Je répète, en l'absence de données, on n'a que des opinions. Sur la problématique du financement des PME, tout le monde a des opinions diverses et variées, et on a très peu de données sur la question. J'étais ici en décembre devant le comité de concertation pour présenter la finance engage que nous allons lancer en Guinée, et je suis intervenu, j'ai eu le privilège d'intervenir après les présentations des PTF et des banquiers qui parlaient de l'accès au financement et de toutes les bonnes choses qu'ils entendent faire. Et j'ai commencé mon intervention par une boutade très sérieuse. S'il vous plaît, quelle est la taille du problème? Donc fondamentalement, on est tous en train d'essayer de régler un problème qu'on n'a pas défini. Donc à la taille du problème, naturellement, il y a eu un silence radio qui a duré très longtemps. Ça m'a permis de faire rire les gens, mais c'est de dire, écoutez, au-delà des bonnes intentions, soyons sérieux 30 secondes, essayons de voir de quoi est-ce qu'on parle. Donc dans la finance s'engage, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a commencé par mettre des données sur la table. On a quantifié, on a cartographié à l'échelle nationale les besoins en financement des PME. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on ne s'est pas assis dans nos bureaux à faire des modèles économétriques. Nous sommes allés parler aux PME. On a eu un échantillon représentatif de 5000 entreprises dans 15 villes du pays, auxquelles on a demandé quels étaient leurs besoins, pour faire quoi, comment. Ça nous a donné une taille du besoin qu'on a extrapolé. Déjà, ça change la conversation. On sait quelle est la taille du problème. Ensuite, on a cartographié ces problèmes. Donc 2/3 des besoins en financement, qui sont de l'ordre de 3 574 milliards en Côte d'Ivoire, sont des besoins en CAPEX, en équipement, c'est des ressources longues. Les banques prêtent à échéance courte. Déjà là, on a un problème. Déjà, on a un problème technique. Le gros des soucis qu'on a, le gros de l'offre est chez les banques. Les besoins sont en ressources longues quand on a des ressources courtes. Donc il y a des sujets pour nous qui sont importants. Mais là, le premier point, ce serait premièrement de cartographier les besoins, de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Le deuxième sujet, c'est la question vraiment de l'asymétrie de l'information. Bon, c'est relié à l'asymétrie de l'information, on ne peut pas définir un problème qu'on n'a pas réglé. On s'est rendu compte effectivement qu'il y a beaucoup de méconnaissances dans les deux sens en fait. C'est comme si on ne se parlait pas. Donc les entrepreneurs et le secteur privé posent un paquet d'hypothèses sur les banques. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, pourquoi est-ce qu'ils prêtent, pourquoi est-ce qu'ils ne prêtent pas, pourquoi. Et les banques et les institutions financières font la même chose. Donc on a un problème de traduction. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on demande aux banques, aux entrepreneurs dans notre échantillon, en tout cas en Côte d'Ivoire sur cette échelle nationale, quel est le premier obstacle à la croissance? L'accès au financement. Qu'est-ce qui bloque dans l'accès au financement? On veut plus d'informations sur les produits disponibles. Donc on ne demande pas la mer à boire, on ne demande pas des garanties. Oui, après ça vient clairement. Mais déjà, si on arrive à régler le problème de l'information, à mieux informer nos PME, et que nos PME s'informent aussi davantage mieux sur ce qui est disponible, on aura fait un pas dans la bonne direction. Donc pour nous, la question de l'asymétrie de l'information est extrêmement importante. Je vais vous donner une dernière donnée. Donc 2/3 des besoins de financement globaux à l'échelle nationale du pays en Côte d'Ivoire, c'est du CAPEX. C'est du petit CAPEX, des petits équipements. La SFI, par ailleurs, a entrepris un travail formidable avec les autorités en Côte d'Ivoire et les institutions financières pour développer le crédit bail. On demande aux PME, est-ce que vous connaissez le crédit bail? On a moins de 7% des entreprises qui connaissent le crédit bail. Donc, encore une fois, un problème d'information, parce que la solution est là. La solution n'est peut-être pas parfaite, mais si on ne sait même pas qu'elle existe, on a un sujet. Donc pour nous, il y a quelque chose autour vraiment de l'asymétrie de l'information, de porter les choses à l'échelle assez nationale, de travailler sur l'information, travailler sur la formation, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai dit tout à l'heure. Et peut-être pour terminer, c'est un propos qui, je ne sais pas si je devrais dire ça d'ailleurs, mais je vais quand même le dire, qui n'engage peut-être que moi, c'est la question de l'état d'esprit. La question de l'état d'esprit des entrepreneurs. Donc fondamentalement, le premier pays capitaliste au monde où le secteur privé s'est développé, qu'on cite tous en exemple, c'est... Pardon? C'est les États-Unis, n'est-ce pas? Est-ce que les États-Unis ont attendu les partenaires techniques et financiers pour développer leur secteur privé? Pardon? Je vais reposer la question. Est-ce qu'aux États-Unis, les entrepreneurs ont attendu les PTF pour développer leur secteur privé? Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, nous, en tant qu'entrepreneurs, il faut qu'on pense à nos solutions, qui sont nos clients, quel est le produit, arrêter de passer du temps à rédiger des projets qui ne font aucun sens, commencer tout petit, échouer s'il le faut, recommencer encore, échouer encore, développer et grandir. Donc fondamentalement, le message que nous on a envie de porter à l'audience, en particulier de jeunes entrepreneurs, au-delà de tout le travail qui est en train d'être fait par les partenaires et nous autres,
Honnêtement, on pense que c'est la petite cerise sur le gâteau. Fondamentalement, ce qu'il faut, c'est des entrepreneurs qui ont la passion, comme monsieur le président Fondjo l'a dit très justement, qui ont des propositions de valeur, qui vendent des produits, qui en tirent des profits. Et ça devrait aller de soi. Après, je pense que si on arrive à... Mais je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on arrive à sortir de cette dimension de blame game ou non, les gens ne nous prêtent pas, on ne veut pas prêter. Fondamentalement, nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on a fait? Et j'invite vraiment les jeunes entrepreneurs à commencer petit, à échouer. Une dernière anecdote, on me faisait remarquer qu'aux États-Unis, lorsqu'on parle à des fonds de capital investissement, et c'est notre cas par ailleurs dans notre activité d'investissement, on a des sujets culturels aussi chez nous. Je me permets de rapprocher la Côte d'Ivoire et la Guinée, on est suffisamment proches sur certains sujets. On stigmatise l'échec. On ne peut pas échouer chez nous. Ce n'est pas facile, on ne peut pas échouer, on ne peut pas commencer un business et puis arriver à la maison et puis on a pris beaucoup de risques. Donc on nous encourage à prendre des voies qui ne sont pas forcément très risquées. Et quand on décide d'entreprendre, on pense qu'il faut entreprendre sans échouer. Un entrepreneur qui n'échoue pas, ça n'existe pas. Un entrepreneur qui vient nous voir, nous, pour qu'on investisse en fonds propres dans son business, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas ses beaux discours, mais je serai rassuré par le fait qu'ils me disent « Écoute, j'ai échoué 4 fois ». Est-ce que ici, nous tous là, on est confortable à dire qu'on a essayé quelque chose qu'on a échoué? Je m'arrêterai là-dessus, merci. Merci beaucoup pour ces conseils. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je crois que vos conseils s'adressent aussi directement au SADEN. Hein. C'est une invite qu'on leur fait, c'est que pour les prochaines éditions, qu'on puisse s'appuyer sur des données d'entrepreneurs qu'on a recensés, qui sont dans nos bases de données, combien ont réussi, combien ont accès au financement. Comme ça, la prochaine fois, quand il y aura des sessions plénières, on dira attention, monsieur Fandjo, vous nous avez dit ça l'année dernière, cette année, ça ne peut pas passer, donc voilà. Monsieur Bangoura, que pouvez-vous dire en guise de conseil à nos entrepreneurs ou potentiels entrepreneurs ici présents? Avant de répondre à la question, je veux juste rebondir sur le dernier commentaire qu'il a fait, c'est l'échec. Je suis passé tout à l'heure sur une vidéo du jeudi de l'entrepreneuriat et quand la vidéo est passée sur Internet, j'ai eu beaucoup de retours me disant « mais tu n'as parlé que des échecs que tu as eus, tu n'as pas parlé des réussites que tu as eu à faire ». Je dis « effectivement, je n'ai pas envie de faire croire à tout le monde que ça marche en fait. Et que voir quelqu'un aujourd'hui dans une 4x4, ça veut dire qu'il a claqué du doigt et le 4x4 est venu. Non, il y a des échecs. Sur 8 entreprises que j'ai créées depuis 2011, 4 ont fait faillite. Les 4 qui ont fait faillite m'ont appris. J'ai eu des leçons et j'espère en tout cas ne plus les refaire. Et d'ailleurs, la bêtise serait de refaire ces erreurs-là. Mais d'apprendre de ces erreurs, il n'y a pas mieux. Donc je conseille à nos entrepreneurs de la salle qui ont quand même un certain niveau de vécu, de ne pas avoir peur au fait d'expliquer aux plus jeunes qu'on a échoué au fait, à des moments donnés, qu'on a des nuits blanches, qui comprennent que voilà, il y a un vécu qu'il faut avoir. Alors, pour les conseils que je peux donner, moi j'ai constaté un fait, c'est que l'information, on ne va pas vers l'information. Les entrepreneurs ne vont pas vers l'information. Ensuite, c'est que l'information n'est pas centralisée. Pour moi, il faudrait qu'on centralise l'information. Il y a un sérieux problème de synergie d'action en Guinée. Je pense qu'on fait beaucoup de choses isolées et qu'on ne fait pas de synergie et que l'information n'est pas centralisée. Donc, l'entrepreneur qui ne cherche pas, donc il ne trouve pas, mais celui qui cherche aussi est un peu dispersé. Il serait intéressant d'avoir une synergie d'action et une centrale d'information qui puisse permettre à un entrepreneur, dès le même endroit, d'avoir les différentes informations liées aux différents problèmes qu'il peut avoir. Et autre que le financement. J'insiste, il n'y a pas que le financement qui est comme problème. Donc, sur l'aspect CAPEX qu'il disait, effectivement, en Guinée, moi j'ai suivi il y a quelques années, la SFI avait organisé une formation sur le leasing, donc le crédit bail. On était une poignée de personnes à l'époque. Je pense que c'est... Aujourd'hui, dans la salle, vous demanderez à plusieurs personnes qu'est-ce que le crédit bail, ils ne savent pas. Ça existe en Guinée, à échelle, c'est vrai, infime, mais la vulgariser pourrait permettre qu'on puisse parler d'autre chose que d'argent. Donc, j'ai parlé d'information. La seconde problématique, à mon avis, c'est que en Guinée, on est encore dans le financement classique. Banque pour financer. Il y a des solutions innovantes. En Guinée, on n'est pas encore dans la solution innovante. Peut-être qu'il y a des velléités, hein, la SFI va me le dire, il y a des actions en cours. Pour moi, il faut des fonds d'investissement en Guinée. Le dernier fonds d'investissement que j'ai rencontré est dans la zone UEMOA. La peur qu'elle avait, c'est de sortir de la zone UEMOA dans un pays
qui a sa propre banque centrale. Donc, je ne donnerai pas les raisons. En tout cas, c'était une des peurs. Donc, financement par les fonds d'investissement. Le crowdfunding existe aussi dans d'autres pays. Comment l'implémenter en Guinée serait une des solutions. Le crédit bail, donc, on parlait tout à l'heure de leasing, du développement de la mésofinance. Donc, pour moi, aujourd'hui, on devrait aussi accentuer l'effort sur le financement innovant. Aujourd'hui, on a la possibilité aussi, en tant qu'entrepreneur, moi je le fais déjà, j'ai des clients chez qui je vais. Écoutez, ça fait plusieurs années que je travaille avec vous. J'ai fait 100 millions avec vous cette année. Écoutez, financez-moi au moins 30% de ce montant sur une période. On déduira des différentes actions, enfin des différentes factures que j'enverrai. Certains sont réceptifs. Ça me permet de gérer de la trésorerie, en fait. Donc, n'ayons pas aussi peur de créer notre propre financement, en fait. Et pour cela, la première personne, moi, chez qui je me tourne, en tout cas, c'est mon client, en fait, qui consomme mon produit. S'il a la gentillesse, on va dire, l'amabilité d'anticiper des paiements, ça m'arrange. Et je pense qu'il y a des petits mécanismes comme ça, que la personne, en fonction de son business et du secteur d'activité dans lequel il évolue, il y a justement des petits mécanismes qu'on peut développer. Ça ne sort pas d'une école, ça ne sort pas d'un bouquin. Ça va vraiment du vécu qu'on a et de la perception qu'on a de son activité et de son secteur d'activité. Donc aussi, maîtriser le secteur d'activité dans lequel on évolue, le connaître ses clients, avoir de bonnes relations avec ses clients, permettrait de résoudre certains petits problèmes de délai. Alors pour rebondir rapidement au tribunal du commerce, voici encore une problématique. Et je suis sûr et certain que dans la salle, les entrepreneurs qui sont là ont ce problème. Nous avons le délai de paiement. Tous les entrepreneurs qui sont là, quand ils font des factures, sur la facture en bas, c'est écrit 30 jours dépôt de facture. 30 jours. Je vous jure que s'il y a des grandes entreprises à la place, ils me diront, celui qui lèvera la main me dire qu'il paye au bout de 30 jours, je l'applaudirai. Je vous assure, c'est 60 jours, c'est 90 jours. Mais entre-temps, qu'est-ce que nous on fait pendant ces 90 jours? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc le tribunal de commerce, justement, c'est un des petites piques que je lance. Il faudrait qu'on puisse obliger justement ces grosses boîtes pour qui nous travaillons, pour qui nous sommes des sous-traitants et nous gérons la trésorerie, de respecter tout simplement les délais de paiement. Ça sortirait un peu du casse-tête qu'on a au quotidien. Et pour moi, justement, le financement, c'est tout ça. Ce n'est pas que démarrer une activité, c'est aussi survivre de son activité. Voilà. Merci, M. Bamboula. Merci beaucoup pour ces conseils et ces témoignages. M. Sako, vos conseils pour ceux qui veulent entreprendre, notamment dans le secteur agricole dans lequel vous évoluez. Ok, alors avant de donner un conseil, je pense que je commencerai plutôt par abonder dans le même sens que mes collègues panélistes. Je vais plutôt amplifier sur le mot asymétrie de l'information. Je vais vous raconter un fait. Dans un emploi précédent, j'étais chargé du financement des ONG pour le développement local. Et imaginez-vous qu'on arrivait à sauvegarder, disons à économiser un montant de $600 000 annuel sur le budget alloué, qu'on n'arrivait pas à distiller, tout simplement parce qu'il n'y avait pas, la capacité d'absorption n'était pas présente. Imaginez que vous, dans une situation comme la Guinée, où on crie au manque de financement, qu'une structure disponibilise un certain montant et qu'on arrive à économiser $600 000 par an, sur une période de 2 à 3 ans. Donc c'est dire qu'il y a un réel problème d'information et qu'il faut vraiment travailler dessus. Je ne rejette pas la faute globalement sur les promoteurs ou les différentes cibles, mais il faudrait qu'elles fassent un peu plus disons, ces cibles fassent un peu plus d'efforts, qu'elles aillent vers l'information. Parfois, on a l'impression que rien n'existe, alors que tout existe pour certaines choses. Et en même temps, de notre côté, du côté des gouvernants, je demanderais à ce qu'il y ait une certaine forme de synergie, afin que l'information passe mieux. Je donnerai l'exemple du Burkina Faso, qui est un bon élève, enfin, qui est une bonne, disons, qui a pratiqué cela et que ça a marché. Au fait, ils ont créé la maison de l'entreprise burkinabé, qui engrange tous les financements des bailleurs et qui a en son sein toutes les structures chargées de faciliter, de fluidifier la création d'entreprises, l'obtention des financements et la mise en œuvre. Et cela fait qu'aujourd'hui, elle est pionnière dans cette façon de faire. Et cela aide beaucoup. Et les résultats sont concrets sur le terrain. Donc, c'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Oui. Je pense qu'en conclusion, oui, on me fait signe que c'est trop tard. Nous allons applaudir nos panélistes. Mon souhait, c'était que... Voilà.
qu'on ne sorte pas de là avec des questions, mais avec des débuts de réponses. Vous avez tous compris que le Salon des entrepreneurs est une plateforme qui permet cela, qui permet de poser des questions, qui permet d'apporter des solutions, en tout cas des pistes de solutions. Donc nous osons espérer que dans les prochaines éditions, nous trouverons des entrepreneurs qui seront là, pas pour dire oui, je n'ai pas encore accès au financement, mais qui seront là pour donner des conseils aux primo-arrivants, comme la question que ce jeune étudiant a posée, à savoir quelles sont les étapes à avoir avant même de parler de financement. Donc retenons qu'il y a une asymétrie de l'information, c'est-à-dire que les outils, les mécanismes, les fonds existent, mais qu'ils ne sont pas mis à la portée des gens en termes d'information, mais aussi il y a la culture de l'esprit d'entreprise qu'il faut avoir, qu'il faut intégrer et qui exige beaucoup de sacrifices. Donc, je vous remercie encore d'applaudir nos panélistes, mais surtout le Salon des entrepreneurs de Guinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Souma. Vous avez été un très bon modérateur. Merci, Monsieur Bangora, Monsieur Sako,